Et donc on continue. Et là, la place au premier atelier sur la jeunesse ultramarine face à l'intelligence artificielle. Et donc, je passe la parole à Anthony Bernard, le modérateur, délégué territorial du MODEM Guadeloupe. Merci beaucoup, je vous demande d'applaudir. Nous avons Mathis Moutien, référent jeune démocrate de la Réunion par Zoom, ainsi que Najib Ahmed, référent des jeunes démocrates de Mayotte. Et Nicolas Olitro, jeune démocrate de Guadeloupe. Je ne pense pas qu'on t'ait entendu. Donc nous allons parler d'IA, d'intelligence collective. Alors moi qui suis un dinosaure en informatique, j'ai un peu de mal à qualifier d'intelligence les technologies actuelles, même si d'ici 5 à 10 ans, il y a fort à parier qu'il y ait une certaine forme d'intelligence numérique qui va apparaître de cette technologie, et donc qui fera partie intégrante de cette intelligence collective qui nous anime tous et qui nous permettra de résoudre bien des problèmes. J'aimerais avoir une petite présentation de votre part. Donc on va commencer par Nicolas et on utilisera ensuite, on verra avec Najib et Mathis. Formidable, vous m'entendez? Formidable. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à toutes, Nicolas Olitro. Jeune professionnel du tourisme, du revenu management et plus particulièrement de l'hôtellerie. Le sujet de l'intelligence artificielle est particulièrement intéressant et c'est assez formidable à quel rythme ça se développe à ce jour. Ça se développe très vite et il y a vraiment un aspect transversal. Il y a vraiment un aspect transversal à l'utilisation de l'intelligence artificielle, même à mon échelle, qui a été celui du privé, à une échelle très micro et vraiment très opérationnelle sur de l'hôtellerie, mais également sur du développement commercial ou des choses peut-être un peu plus techniques, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en profondeur. Voilà, je passe le relais à Mathis, peut-être. Oui, très bien. Bonjour à tous. Mathis Moutien. Déjà, peut-être pour commencer, vous m'entendez, il n'y a pas de souci? Oui, merci beaucoup. Pas de souci. Une petite pensée aux mères de la salle, aux mamans de la salle. Bonne fête en retard, parce que je n'étais pas là hier, parce que Dieu sait qu'elles ont une place importante dans la société. Voilà. Alors, je me présente, Mathis Moutien. Je suis référent pour l'île de la Réunion, pour les jeunes démocrates, et secrétaire général adjoint des jeunes démocrates, toujours au niveau national. Je suis étudiant en sciences politiques à SAS, à Paris. Et voilà. Alors, le sujet de l'intelligence artificielle, je pense que moi, je l'axerai un peu plus, étant donné que je suis étudiant, sur la question de la formation de la jeunesse pour les étudiants et les écoliers, puisque pour moi, il semble que c'est l'un des domaines les plus impactés par l'intelligence artificielle, puisque, bien sûr, comme Anthony l'a dit, il a un peu mal à l'appeler intelligence, mais je pense qu'avec les nouvelles formes d'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment avec l'IA, l'intelligence artificielle générative, on est vraiment concrètement sur une forme d'intelligence, puisque l'intelligence artificielle de base qu'on connaissait depuis une dizaine d'années avec Siri, par exemple, sur les iPhones, se concentrait surtout sur les questions d'algorithmes, d'apprentissage, de deep learning, alors que là, on va être d'autant plus aujourd'hui centré, notamment pour les études, sur des questions de reproduction du schéma neuronal d'un cerveau pour arriver à dégager, à créer des nouvelles notions, à dégager vraiment, à générer des images, des textes, du contenu, non pas selon du contenu déjà assimilé, mais selon du contenu que l'intelligence artificielle va créer de toutes pièces. Et finalement, là, on est concrètement vraiment sur une forme d'intelligence qui vient finalement révolutionner quelque part le monde de l'éducation, puisque aujourd'hui, je le vois à l'université, tout le monde l'utilise, que ce soit les professeurs, l'administratif ou les étudiants. D'autant plus les étudiants, je pourrais dire, puisque les nouveaux travaux, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder au cours de la table ronde, les travaux demandés sont limités aujourd'hui quand on voit que l'intelligence artificielle peut littéralement faire tout à notre place. Il suffit d'entrer une commande. Je ne garantis pas que le résultat est à la hauteur de ce qu'attend le professeur, mais il y a concrètement un enjeu là-dessus sur le remplacement de l'IA dans le travail fait par les étudiants. Voilà, et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu tout ça ensemble. Je vais peut-être laisser la parole à Najib. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je suis très content de me retrouver parmi vous
aujourd'hui et bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Je suis Nadir Mohamed, référent des jeunes démocrates à Mayotte et avant d'être référent des jeunes démocrates à Mayotte, j'ai toujours été militant, mais plutôt dans tout ce qui est domaine scolaire, notamment au lycée et à l'université, dont j'étais élu jusqu'à présent aux commissions de la CEVEC, mais aussi récemment un ex-élu à OCA, en commission euh, euh, des affaires administratives. Et voilà, j'ai été étudiant en droit auparavant et j'ai fait une reconversion. Maintenant, je suis étudiant en, en théâtre du spectacle vivant parce que je suis passionné des métiers du spectacle et je pense que je pourrais faire mon chemin là-dessus. Alors, la question de l'intelligence artificielle, je pense tout d'abord que c'est une très très bonne chose euh, pour, euh, pour les Mahorais, une très bonne chose, mais une chose qui a besoin d'être maîtrisée aujourd'hui. Nous sommes en train de l'observer très bien que la plupart des jeunes, puisque moi je suis concentré beaucoup plus sur la jeunesse, parmi eux, il y en a, ils utilisent en fait cette intelligence artificielle, mais dans un côté plutôt négatif. Alors je pense qu'il est essentiel de concentrer beaucoup plus cette énergie vers vers des utilisations plutôt positive et bénéfique à toutes et tous. Et en parlant d'étudiants, puisqu'en fait, on ne peut pas parler de jeunesse à Mayotte sans parler d'étudiants, étant donné que notre population est composée de 50% de jeunes de moins de 25 ans, donc c'est soit des étudiants, soit des lycéens ou des collégiens. Je pense qu'il faudrait aussi envisager aussi un volet pour les parents, parce qu'il faudra aussi que les parents puissent aussi comprendre en fait cet outil nouveau qui est apparu ou qui va apparaître, puisque chez nous, notre culture ici, en fait, quand on voit l'enfant en possession d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, les parents ne comprennent pas forcément pas, ne comprennent pas trop en fait ce qui se passe, puisqu'en fait j'ai eu à vivre l'expérience quand après Chilo, hein, même avant Chilo, quand on a des problèmes à l'université, puisque dans cette même université, je suis étudiant salarié et je suis chargé de mission vie étudiante et également assistant du vice-président de l'université. On a des retours en fait des étudiants qui viennent nous dire non, ma mère ne comprend pas pourquoi en fait je suis sur mon téléphone jusqu'au matin ou jusqu'au matin, je suis sur mon téléphone jusqu'à tard le soir alors que j'étais en train de réviser. Donc je pense que oui, pour l'outre-mer, notamment Mayotte, il faudra aussi envisager toute une collaboration avec les parents, mais aussi une bonne sensibilisation afin qu'ils puissent maîtriser cet outil quand on aura l'occasion d'en développer un peu plus après. Alors, merci à tous. On va quand même essayer d'être concis et court, parce qu'il y a d'autres séquences par la suite, et donc on voudrait éviter de trop déborder. Je vais commencer par la première question. Comment percevez-vous l'impact actuel de l'intelligence artificielle sur l'engagement citoyen et les dynamiques sociales dans nos territoires ultramarins? Nicolas, tu veux commencer? Volontiers. Merci Anthony. Je ne constate pas dans mon réseau personnel qui est caractérisé par des jeunes actifs, vraisemblablement, vraiment de particularité sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, autrement que celui qui est en métropole, par exemple, comme un outil pour aider au quotidien. Ce que j'aimerais ajouter par ailleurs, c'est vraiment rester précautionneux quant à l'utilisation de ces outils. On a pu voir que la manipulation de l'information et de l'opinion est chose particulièrement aisée actuellement. Peut-être manque-t-on encore de régulateurs. On a pu le constater avec l'Azerbaïdjan, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie. On le voit également avec le modèle chinois DeepSeek, où il y a des accointances consubstantielles entre le Parti communiste chinois et le développement et DeepSeek, la société derrière le modèle. Donc il faut rester précautionneux et ne pas se précipiter. Je pense que c'est tout à fait important, et afin d'aborder l'avenir dans un cadre sain et de développement. Merci Nicolas. Mathis, à toi? Oui. Oui, alors je pense que typiquement sur la question de l'engagement citoyen, il y a un sujet qui se développe, non pas dans la possibilité de s'engager dans la société, mais sur la question des personnes déjà engagées, des militants déjà engagés, puisque moi, ce que je peux voir, c'est que l'intelligence artificielle va permettre réellement un développement de l'engagement citoyen.
qu'on a aujourd'hui des militants qui veulent travailler sur un sujet, mais qui aujourd'hui n'ont pas forcément les ressources en termes pédagogiques et au niveau des bases de données. Bah, finalement, l'intelligence artificielle va permettre concrètement d'avoir accès à une méthodologie d'action, parce que l'IA peut fournir réellement une démarche pour la réalisation de projets, mais aussi une démarche pour aller démarcher telle ou telle personne, pour construire tel ou tel financement, pour arriver à s'instruire sur un sujet. Donc je pense que oui, l'intelligence artificielle permet concrètement aux militants d'aujourd'hui, que ce soit dans les partis politiques, dans les associations, dans les divers secteurs, permet aux jeunes d'aller comprendre comment un peu le monde fonctionne, les différents réseaux fonctionnent, et permet d'acquérir les connaissances nécessaires et les réseaux nécessaires pour construire un projet et le piloter pratiquement de A à Z finalement. Et je pense que c'est un sujet particulièrement intéressant dans les associations qui doit être développé, notamment dans ce réseau-là, parce qu'elle permet concrètement aux jeunes de s'engager sur des sujets concrets. Voilà. Merci Mathis. Najib? Oui, alors comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, moi je crois fortement que c'est une très très bonne chose parce qu'en fait la société a besoin d'avancer, on a besoin de nouveaux outils afin qu'on puisse en fait s'améliorer dans notre quotidien. Mais comme il l'a rappelé notre collègue, en fait c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Puisque non seulement elle est très bonne, mais elle peut aussi être très mauvaise, hein. On l'observe beaucoup aujourd'hui, que ce soit dans les milieux scolaires ou même dans la société, partout où nous mettons les pieds. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a besoin d'être contrôlé, mais on en a besoin pour avancer, pour s'améliorer dans notre quotidien, que ce soit dans les milieux scolaires, dans la société ou dans tous les domaines, hein. Mais encore une fois, oui, c'est précoce pour déjà les outre-mer. Donc, ouais, ce contrôle, je pense, pourrait être primordial afin qu'on puisse avancer en fait dans un bon sens. Voilà. Merci Najib. Question suivante. Quel défi... J'aurais une question, parce que par rapport à vos interventions, il y a une petite question qui me taraude l'esprit, je vous la donnerai tout à l'heure. Quels défis et opportunités votre secteur identifie-t-il quant à l'intégration de l'IA dans le quotidien des jeunes ultramarins? Mon utilisation de l'intelligence artificielle s'est fait essentiellement dans le milieu professionnel, à différentes échelles, que ce soit sur la tenue de petits centres de profit, mais également à des échelles plus régionales, sur des centres de profit particulièrement conséquents. L'utilisation de l'intelligence artificielle sera à toutes les étapes de la création de valeur, très vraisemblablement. Son impact sera transversal, et je rebondis sur ce qui était dit préalablement. Quant aux questions de la formation, il faut absolument former nos étudiants, nos scolaires, mais également les actifs pour prendre possession de ces nouveaux outils. Ce que j'ai constaté, donc moi, mon quotidien avec l'intelligence artificielle, c'est des gains de productivité particulièrement intéressants et in fine, une maîtrise de coûts qui peut être particulièrement pilotable, que ce soit sur du petit centre de profit, mais également sur du gros porteur. Et à titre personnel, c'est vraiment un outil d'aide au quotidien pour avoir de l'information, pour recouper de l'information, pour faire mon dîner, etc., etc. Merci Nicolas. Mathis, à toi, s'il te plaît. Alors moi je dirais que, un peu comme toute innovation, finalement, l'intelligence artificielle va permettre des opportunités qui vont ensuite créer, voire renforcer des défis. Je pense l'opportunité du fait que les étudiants et les écoliers peuvent plus facilement réaliser leurs devoirs, leurs travaux, ça permet d'optimiser un temps, mais ça soulève aussi la question de la fracture numérique, qui n'est pas la même en hexagone et en outre-mer. Puisqu'en apparence, la question de l'intelligence artificielle, je ne vois pas beaucoup de différence entre l'hexagone et les outre-mer, mais c'est surtout sur cette question-là. Ensuite, sur l'accès à nos écoliers, à nos collégiens, à nos lycéens et nos étudiants, au numérique et à l'intelligence artificielle ensuite, aux différentes gammes d'intelligence artificielle, puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui les formules premium, etc., qui vont être payantes et qui vont offrir un plus grand bénéfice. Donc voilà, c'est aussi la question qui est renforcée de la fracture numérique, qui n'est pas tant liée à l'intelligence artificielle qu'à la question du numérique plus globalement. Donc il y a déjà pour moi ce côté-là, permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à l'intelligence artificielle, puisqu'on ne peut pas combattre finalement en quelque sorte l'intelligence artificielle dans nos écoles. Il faudrait au contraire, selon moi, l'accompagner en l'accompagnant par la formation, comme Nicolas l'a dit, et l'accès.
d'une part, mais aussi je pense que enfin, c'est une vision très personnelle, mais à mon sens, l'intelligence artificielle permet aussi, et ici en termes très ultramarins, à nos jeunes de découvrir comment fonctionnent nos îles. Parce que avec nos statuts différenciés de l'Hexagone, moins pour la Réunion que les autres Outre-mer en tout cas, mais ça nous permet de comprendre comment fonctionnent nos structures institutionnelles, les principes de collectivité unique, qui ne sont pas forcément expliqués à l'école, mais qui peuvent très bien être expliqués par l'intelligence artificielle pour ces questions-là, puisqu'il s'agit de codification juridique, mais aussi les questions culturelles, parce que bon, je vais parler pour mon île, mais beaucoup de Réunionnais aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de leur île, et quand on pose des questions à l'IA, il y a des choses typiquement imprécises, mais l'IA est parfaitement capable de fouiller dans les bases universitaires déjà présentes, faites par nos doctorants ultramarins, pour arriver à dégager des synthèses qui sont pour moi essentielles à comprendre quelques fonctionnements culturels de nos îles, des fonctionnements culturels, et comprendre finalement dans quelle société on s'inscrit en tant que jeune ultramarin, et essayer d'influer sur la société. Voilà. Merci Mathis. Najib? Alors, oui, en fait, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le monde a un smartphone, que ce soit les collégiens, les lycéens, mais aussi les étudiants. Donc, bien effectivement, en fait, cet outil ne pourrait qu'améliorer notre quotidien, mais encore une fois, je reste un tout petit peu comment dire, méfiant hein, sur l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Et je pense sincèrement que peut-être en se basant sur des formations dans ces établissements scolaires ou même dans la société, parce qu'on a tout besoin de maîtriser cet outil, sinon en fait on vire à la catastrophe. Mais ça ne pourrait qu'améliorer notre quotidien, parce que comme il l'a rappelé notre collègue, hein, aujourd'hui, on a en fait cette opportunité de faire des choses plus rapidement qu'avant. Mais bien sûr avec des erreurs, et je crois très bien que c'est une avancée pour la société, mais encore une fois, on a besoin de la contrôler, cette avancée-là, afin qu'on puisse garantir la sécurité des données personnelles et professionnelles. Voilà. Merci Najib. Une question, quel rôle doivent jouer les institutions et les acteurs économiques pour encadrer l'utilisation de l'IA et favoriser un développement éthique et inclusif dans notre région? Alors, ce n'est pas uniquement dans notre région, on peut le faire au niveau européen aussi. Hein. Alors, je me permets de commencer avec les acteurs privés. Les acteurs privés qui sauront utiliser l'intelligence artificielle pour innover et créer de la valeur. Et je considère qu'il n'est pas de leur responsabilité d'avoir une action réglementaire sur cet aspect. Ceci étant, par le caractère organique du marché, ils devront former leurs collaborateurs pour rester compétitifs et pas rester sur la touche, que ce soit en termes de productivité, en termes de maîtrise de coûts, dans des dynamiques de concurrence tout à fait saines. En ce qui concerne les pouvoirs publics, ils doivent pouvoir absolument auditer le modèle. C'est tout à fait essentiel par le caractère de biais des différents modèles. Voire y participer. Et qui plus est, ça ferait sens. L'industrie de l'intelligence artificielle est une industrie particulièrement capitalistique. On a su se mobiliser à l'échelle européenne avec Airbus notamment, en gardant le contrôle sur des décisions stratégiques avec notre participation capitalistique. Il me semble qu'il faut avoir une démarche de ce sens, qu'on le fait déjà à l'échelle nationale, comme l'a fait notre très cher président de la République avec Mistral. Il faut mettre les bouchées doubles et avoir un Airbus pour l'intelligence artificielle en France et a fortiori en Europe. Pardon. Il faut s'assurer de rester stratège, comme l'a amorcé le président de la République, avec notamment, suite au rapport Villani de 2018, une stratégie claire en termes de création d'emplois et tous les sujets inhérents à l'intelligence artificielle. Merci Nicolas. Mathis, s'il te plaît. Alors, typiquement, comme on l'a dit, c'est la question de l'information. Il faut aujourd'hui arriver à intégrer l'intelligence artificielle, même si ça reste difficile, parce que c'est une innovation perpétuelle, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, on entend de nouvelles choses sur l'intelligence artificielle, avec de nouvelles réalités, de nouvelles réalisations. Donc, il faut arriver à néanmoins à inscrire le fonctionnement de base de l'intelligence artificielle dans nos formations à l'école. Par exemple, dès le collège,
plus le lycée, on va avoir les cours de SNT, sciences numériques et technologiques, qui vont se porter sur différents sujets numériques qui n'ont pas forcément sens. Donc, à mon sens, il faudrait inscrire fondamentalement l'intelligence artificielle dans ces cours-là pour permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement de base de l'intelligence artificielle. Je parle des algorithmes, du deep learning, du traitement des données, et aussi de l'IA générative et son fonctionnement. Pour ce que les jeunes comprennent comment ça fonctionne, comment l'utiliser ensuite, parce que comprendre comment ça fonctionne, c'est comprendre comment l'utiliser ensuite pour se méfier justement des possibles dérives, parce qu'aujourd'hui, néanmoins, l'intelligence artificielle peut inventer des livres. Essayez, vous allez voir, lui demander si tel ou tel livre existe, il peut vous inventer des noms de livres avec des bons auteurs, mais inventer des noms de livres qui va prendre à droite à gauche et faire un résumé d'un livre qui n'existe pas du tout. Donc là-dessus, il faut quand même se méfier. Il faut toujours avoir des réflexes de fact-checker ensuite. Et aussi, je pense, développer de nouvelles intelligences artificielles institutionnelles pour permettre aujourd'hui aux jeunes d'utiliser des intelligences artificielles pédagogiques qui vont avoir vraiment des algorithmes portés sur l'instruction et l'éducation avec les jeunes, pour non pas mâcher le travail et donner un travail déjà construit, mais arriver aussi à ce que le gamin, excusez-moi du terme, au collège ou au lycée, arrive à avoir des clés qui sont non pas des clés déjà tout construites, mais des clés qui vont lui permettre de construire ensuite encore une nouvelle réflexion et aller beaucoup plus loin que l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'est pas aujourd'hui l'égale d'un humain. Donc voilà, il faut que l'institution joue sur ce tableau à deux niveaux. D'une part, former les jeunes, mais aussi continuer le développement d'une IA qui n'est pas centrée sur un grand public, mais aussi sur l'école. Voilà. Merci Mathis. Ça répond un petit peu à la question qui me taraude, que je reposerai tout à l'heure. Najib, s'il te plaît. Alors, en fait, nous le voyons nous tous qu'en fait, sincèrement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé par le monde entier, peut-être un peu plus aux États-Unis, en Chine, beaucoup plus en Europe, mais beaucoup moins, c'est aussi dans les Outre-mer, notamment à Mayotte. Et je pense que c'est un intérêt de tout un chacun, justement, de chercher à comprendre cet outil, à l'étudier et à savoir l'utiliser. Je pense à la question quel rôle pourraient jouer les institutions. Moi, je pense directement aux établissements scolaires. Hein. Je pense qu'en fait, oui, il est important, voire même très urgent, puisqu'en fait, en guise d'exemple, hein, moi, je siège dans des commissions pas de discipline, mais je vois des étudiants ou même des élèves en fait qui s'approprient de cet outil pour tricher ou demander à l'IA de faire un résumé sur un tel ou un tel devoir. Et je crois que oui, il est vraiment les institutions publiques ont tout intérêt, en tout cas, à mettre des formations en place pour non seulement former les utilisateurs cet outil, mais aussi, voire même les cadres des entreprises, que ce soit privées ou les institutions publiques, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui pourra avoir un intérêt, en fait, pour nous tous. Aujourd'hui, à Mayotte, nous avons une jeunesse qui explose d'énergie et de talent, bien sûr. Et tout ça, je crois que si je concentre un peu plus sur notre île, en fait, en tout cas, une jeunesse en fait qui pourrait être formée, être peut-être des acteurs, être peut-être des médiateurs justement dans ce sens, afin qu'ils puissent justement aider leurs camarades dans les lycées ou les collèges pour une bonne utilisation de cet outil numérique. Merci Najib. Tu voulais rajouter quelque chose? Très rapidement. Souligner les défis qui sont en face de nous pour que l'intelligence artificielle n'exacerbe pas les inégalités sociales et générationnelles. C'est très important de former de l'école jusqu'aux actifs, quel que soit leur âge. En ce qui concerne les opportunités sur nos territoires, on peut avoir une réflexion pour la Guadeloupe sur la faisabilité d'implantation de data centers en Guadeloupe. On a des infrastructures, notamment les clubs de sous-marins, qui sont présents. On est bien fibré sur notre territoire. On pourrait être un hub, enfin, c'est du conditionnel bien sûr, mais il faut étudier la faisabilité à mon sens pour que l'intelligence artificielle soit créateur d'emplois sur nos territoires ultramarins. Merci Nicolas. Et donc la question qui me taraude, moi je vois, alors c'est votre génération hein, qui utilisait l'IA, qui débutait à utiliser l'IA telle qu'elle est. J'ai une crainte en tant que dinosaure informatique, c'est que vous ayez un manque, voire une perte de confiance
dans votre propre intelligence humaine. Est-ce que vous pouvez réduire cette crainte? Comme ceci. Formidable. Nicolas veut répondre. Je réponds très brièvement. À titre personnel, je suis particulièrement enthousiaste sur ces questions et je crois intimement que le technique prendra le pas sur l'intelligence humaine. Et l'humain aura pour vocation de cadrer tout cela. J'ai aujourd'hui, quand j'ai des retours de collaborateurs sur une veille de marché ou ce genre de choses, je vérifie, je contrôle en permanence avec Mistral ou ChatGPT. Merci. Mathis ou Najib? Alors, moi, personnellement, je suis aussi foncièrement optimiste sur l'intelligence artificielle et l'innovation en général. Mais effectivement, je pense qu'il y a un réel sujet sur l'intelligence et la confiance en l'intelligence humaine. Et je pense qu'une personne même qui utilise l'intelligence artificielle régulièrement, voire quotidiennement, au bout d'un petit moment, rapidement, au bout d'un mois, n'a plus la même confiance en sa capacité. Et ce qui, en soi, pour moi, je sais pas, est lié à toute innovation. Il faut forcément s'adapter parce qu'on sait que on pourra pas aller en arrière. C'est un peu une fatalité, entre guillemets, dans le sens où l'être humain, enfin, l'individu doit forcément s'adapter à l'intelligence artificielle. Donc, il y a juste une réalité à s'adapter. Enfin, je suis optimiste, mais je sais très bien que cet optimisme-là va de pair avec la logique de formation de l'individu à l'intelligence artificielle. Parce que ça va de pair à l'innovation. Merci Mathis, mais là, toi, tu es un utilisateur éclairé, donc forcément, tu as cette pensée-là. Maintenant, imagine les personnes lambda, le citoyen lambda, que ce soit français ou d'ailleurs, hein, qui peut être manipulé. Tu en as parlé tout à l'heure du fact-checking, mais ça n'est pas l'utilisateur lambda qui va faire cette vérification-là. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors, à mon sens, il y a des développements. Alors, je ne sais pas si vous utilisez Twitter, nouvellement X, l'intelligence artificielle de Twitter, donc Grok, est mise en place exprès pour vérifier, pour faire du fact-checking. Donc lui, il a un algorithme qui va arriver et qui va mettre en place des calculs qui sont phénoménaux pour arriver à déterminer si quelque chose qui n'est pas du tout généré par l'intelligence artificielle, mais un contenu posté par un utilisateur peut être vrai. C'est-à-dire que si vous allez sous une publication X, vous mettez en commentaire @grok, est-ce que cela est vrai? L'intelligence artificielle va arriver et donner une visibilité sur la réalité de la chose. Et la plupart du temps, Grok dit la vérité. La plupart du temps, Grok fait du bon travail en disant que c'est vrai ou pas. Pour l'instant, j'ai jamais vu que Grok dit quelque chose qui est complètement faux. Donc, à mon sens, il y a aussi l'innovation peut limiter l'innovation. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'une innovation en intelligence artificielle d'arriver à fact-checker tout seul, finalement. Et je pense foncièrement qu'on va y arriver. Et il faut avoir aussi un peu confiance il faut choisir ce qu'on utilise. Parce que forcément, si on utilise DeepSeek, on l'a vu dès le début, dès la mise en place de DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise, tout de suite, DeepSeek donnait des informations sur la guerre du Vietnam, sur des guerres perpétrées aux États-Unis, mais pas sur le massacre de Tiananmen en Chine perpétré par le Parti communiste chinois. Donc là, concrètement, il y a une réalité, il y a un vrai sujet sur la question de l'utilisation qu'on en fait, l'utilisation de quel matériel d'intelligence artificielle. Donc il faut aussi arriver à ce qu'il y ait un cadre législatif qui arrive à coordonner l'intelligence artificielle pour arriver à ce que l'innovation est en soi-même limitée dans sa création. Alors tu fais une impasse quand même sur tu fais quand même une petite impasse sur quelque chose, c'est sur l'esprit critique. Tu te dis, ou tu fais confiance à l'intelligence artificielle parce qu'elle a un calcul qui est beaucoup plus phénoménal par rapport à ton propre cerveau, mais normalement, tu as un esprit critique, tu pourrais arriver à avoir une synthèse qui serait bien meilleure que l'intelligence artificielle, en prenant un peu plus de temps, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu ferais sans intelligence artificielle? Est-ce que tu prendrais le temps d'avoir cette critique-là? Ça, j'en sais rien. Ou est-ce que tu fais vraiment totalement confiance à l'intelligence artificielle pour avoir cet esprit critique à ta place? Alors, en termes de critique en soi, l'utilisation que j'en ai fait pour l'instant, ChatGPT, donc l'IA américaine,
n'est pas si critique que ça en soi. Ça dépend comment on tourne la question aussi, mais sur des sujets basiques, l'intelligence artificielle va toujours arriver un peu à nuancer et donner un peu le pour et le contre. Il y a une légère tendance à ce que ChatGPT parte dans le sens de son utilisateur, mais il y a quand même une balance que ChatGPT fait entre les deux. Mais je pense que l'école aussi doit être fondamentalement là pour développer l'esprit critique de l'individu. C'est-à-dire que c'est le rôle premier pour moi des professeurs. Avant d'instruire, enfin, l'instruction passe par le développement de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une république démocratique, former des citoyens éclairés, ça passe par l'école républicaine. Ça passe par l'instruction que donnent les professeurs de la République aux écoliers pour arriver aujourd'hui à comprendre tel ou tel sujet avec sa propre pensée. Donc, il y a l'éducation en amont de l'intelligence artificielle qui, pour moi, est primordiale. Ouais, merci Mathis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi concernant l'instruction. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? On passera après à Najib, j'aimerais bien avoir son avis. Très brièvement, il faut reprendre la base sur ChatGPT en l'occurrence, c'est un modèle de génération de texte. Il n'est pas là pour porter une réflexion politique ou quelle qu'en soit la nature. Vous posez une question et il génère du texte derrière. C'est son job. De là à lui faire totalement confiance pour porter un discours politique, une analyse, etc., c'est plus compliqué. Najib, s'il te plaît. Ouais. Alors, dans un point de vue critique, encore une fois, à travers mes interventions, vous avez pu l'observer que j'ai quand même un gros recul, en tout cas sur cette nouvelle fonctionnalité dans la société. Vous savez, aujourd'hui, on l'observe de plus en plus que, en tout cas, les personnes, beaucoup de personnes, hein, en tout cas qui utilisent cette intelligence artificielle, elles se voient planer dans un monde où ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de faire d'efforts, elles n'ont pas besoin de faire fonctionner leur cerveau, elles n'ont pas besoin de réfléchir, puisqu'il y a déjà un outil artificiel qui pourra tout remplacer. Et ça, c'est le gros danger, parce que pour que la société, la nouvelle génération, en tout cas, puisse avoir une maîtrise sur cette intelligence artificielle, alors faudra-t-il aussi former les parents, puisque les parents sont les premiers acteurs, en tout cas, à être exposés à ce genre de choses, parce que l'enfant dort à la maison, l'enfant mange à la maison, l'enfant prend des informations de la maman, du papa, et donc, encore une fois, c'est tout un travail à faire derrière pour qu'on puisse avoir, encore une fois, une grosse maîtrise sur cet outil, parce que ça peut déborder très, très facilement et ça pourrait être dangereux, ou voire même c'est dangereux actuellement pour en tout cas la jeunesse qui ne maîtrise pas trop les algorithmes et qui sont capables en fait de faire n'importe quoi et se dire peut-être que c'est légitime ou c'est bien. Donc oui, moi j'ai une grosse peur. Mais cette peur-là, on pourra encore la combattre tout en passant par la formation et des parents, des professeurs. En tout cas, soyons tous des acteurs derrière pour qu'on puisse améliorer l'utilisation de cet outil. Voilà. Merci Najib. Pour terminer, alors je voudrais d'abord dire quelque chose, parce que Betty, tu as oublié de citer quelqu'un tout à l'heure dans ta longue liste. Eh bien, je répare ça. Donc merci à toi Betty Bessery, présidente du Modem Guadeloupe, jeune et dynamique. Voilà, donc je voulais réparer cet oubli. Dernière question, j'aimerais de votre part à tous un petit message. On pourra passer quelques questions dans la salle avant, pas après, mais oui, un petit message donc pour demain que vous souhaitez faire passer, donc qui concerne l'IA et l'intelligence collective, en pensant l'IA comme partie intégrante de l'intelligence collective, comme je disais tout à l'heure en début. Dans 5 ou 10 ans, il y a force à parier qu'il y ait une émergence d'une certaine forme d'intelligence numérique qui pourrait presque être une intelligence équivalente à l'intelligence humaine. Nicolas, s'il te plaît. Avec plaisir. Renforcer l'intelligence collective passe par créer des espaces de parole, des espaces d'échange d'idées à l'échelle locale, nationale. En ce sens, l'intelligence artificielle pourrait aider sur cet aspect. Et c'est la condition sine qua non à ce que l'intelligence collective soit moteur de la transformation et d'émancipation. Pour avoir plus de démocratie directe peut-être,
à avoir peut-être un peu plus également de décentralisation, cet outil peut nous aider en ce sens. Merci Nicolas. Mathis ou Najib, l'un ou l'autre. Oui, enfin moi je dirais 3 mots. Former, développer et cadrer. Former, comme je l'ai dit, au fonctionnement de l'intelligence artificielle, mais aussi à la façon dont l'utiliser. Ensuite, développer une intelligence artificielle qui serait basée pour les étudiants, pour peut-être moins les étudiants que les lycéens, les collégiens et les écoliers, pour qu'il y ait une réelle démarche pédagogique de la part de l'intelligence artificielle elle-même, et ensuite cadrer avec l'innovation elle-même, mais cadrer aussi au niveau institutionnel pour arriver à limiter les dangers de l'IA. Voilà. Merci Mathis. Najib? Pardon, je dirais sensibiliser et beaucoup sensibiliser, parce que dans nos milieux, on le voit très bien on a des enfants en tout cas, ou des gens de notre âge qui utilisent cet outil, mais vraiment qui ne sont pas conscients des dangers que cet outil pourrait générer. Donc sensibiliser pour qu'il y ait une vraie prise de conscience, responsabiliser, d'accord, les utilisateurs. Il faut qu'ils sachent qu'en fait, quand tu utilises, tu te sacrifies, tu utilises l'intelligence artificielle, tu dois être responsable justement de tout ce qui se passe, de ce que tu fais, et avoir un contrôle peut-être législatif, mais aussi parental et administratif. Voilà, administratif dans le côté scolaire. Merci Najib. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va le faire très très rapidement, monsieur. Merci tout d'abord, Nicolas Méron. Une remarque, Najib, moi je vais dans son sens sur le fait le rôle des parents. C'est pas que l'école qui doit éduquer. Les parents ont quand même un rôle. Ensuite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'intelligence artificielle, le coup il est parti. Donc ce serait un danger de ne pas s'intéresser, même si on n'aime pas. Je pense que les parents ils ont un devoir, une obligation de se former pour accompagner leurs enfants, parce qu'en effet, il peut y avoir des dérives assez terribles, je pense. Je pense que l'IA est en fait, peu importe si j'aime ou j'aime pas, de toute façon, c'est comme ça. Et ça transforme la société. Maintenant, le deuxième point, sur la fracture numérique. Si on regarde le budget d'une famille en Guadeloupe sur le numérique, entre un abonnement de téléphone et un abonnement d'Internet, ça n'a rien à voir avec les coûts qu'il y a en métropole, en hexagone. Donc là, il y a un vrai sujet. Peut-être une pression à mettre un peu sur les opérateurs. Free là-dessus a fait un vrai effort en Guadeloupe. Mais si vous parliez de Mistral tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a un abonnement Free en France, on a Mistral gratuit pendant 12 mois. Quand on a un abonnement Free Caraïbes, on n'a pas d'abonnement à Mistral. Voilà, des petites fractures, des petites différences, mais qui ont beaucoup de choses à dire quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'utilise Mistral, hein, donc voilà, et je paye justement l'abonnement. Je peux répondre peut-être. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle comme mise en exergue d'inégalités sociales et d'inégalités générationnelles entre les parents et les enfants. J'insiste sur la formation, ils l'ont fait énormément, Najib et Mathis, mais sur la formation, quel que soit l'âge. On est en présence d'une génération qui est la mienne et celle qui va suivre, qui ont une compréhension des concepts particulièrement poussée, et on a en face la génération de mes parents, ils ne sont pas représentatifs non plus, mais qui ne comprennent pas encore les concepts fondamentaux, et le champ du possible qui est permis grâce à ces outils. Bonjour à tous, Nicolas Ardin. Je suis arrivée, la conférence avait démarré, donc je me permets une réflexion. Donc, je ne sais pas si ça avait été dit. On est dans un contexte où on prétend en tout cas que le numérique abolit la distance. Le numérique permet de rompre l'isolement. Là, on passe à une étape supérieure, l'IA. Alors, ma question, c'est dans un département vieillissant, frappé par l'électronisme, est-ce qu'on n'est pas en train de creuser le fossé entre les générations? La crainte également du libre arbitre, les jeunes qui, à l'aide d'hashtags ou de mes mots-clés, arrivent à sortir aller à une société de la facilité. Et mon troisième point, peut-être une petite veille sur la dimension de l'homme humain. C'est vrai que l'humain, à mon avis, perd de sa capacité justement à porter les idées
Et je crains, si on n'arrive pas à circonscrire, à sensibiliser, je crains qu'on aille vers une société qui soit complètement déshumanisée. Merci. Alors, c'est peut-être notre génération qui a cette crainte-là. Je regarde un petit peu ce qui se passe au Japon. Comme c'est une population très vieillissante, ils commencent à avoir des IA de compagnie, en fait, qui leur permet d'avoir une certaine présence et d'éviter la solitude des personnes âgées. Donc, il ne faut peut-être pas forcément avoir avoir une vision négative de l'IA ou de la robotique, puisqu'on va avoir de la robotique qui va s'accompagner ensuite. Mais je pense que c'est peut-être notre génération, à changer de mentalité vis-à-vis de l'IA. C'est à coup sûr une nouvelle forme d'intelligence qui va émerger. Exactement, ne pas créer de nouvelles de blocage et de rigidité à la transformation, à l'innovation qui va venir de toutes les façons, dans une échelle où je pense que même les États ne pourront pas le contrôler. Et au contraire, il faudra s'adapter. Je prends l'exemple d'un modèle qui avait été développé il y a quelques années pour détecter les futurs cancers de la peau, selon les grains de beauté que vous aviez sur la peau. Ce modèle faisait de meilleures prévisions sur le caractère pathogène de tel ou tel grain de beauté, mieux que des médecins. Il a toujours fallu adopter une vérification par les médecins, mais au contraire, là, ça a permis sur la détection de faire des gains de productivité importants et d'avoir une démarche complémentaire entre la technique, l'intelligence artificielle et le génie humain, qui est celui du médecin. Merci. Oui, oui, je voulais dire que je souscris tout à fait à ce que vient de dire ma voisine. Il y a un risque de recul de l'humain et puis de prise de pouvoir du mécanique, de l'automatique. Et là-dessus, il y a vraiment un travail de formation à faire, non seulement du côté des parents, mais beaucoup du côté des enseignants. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut que les enseignants se forment, parce qu'il y a des tas de gens qui vont dans des formations qui ne servent strictement à rien. En tout cas, il n'y a pas de contrôle de ces formations-là. Très important qu'au niveau des autorités de l'éducation nationale, eh bien, on veille à ce que tout le monde se forme et que tout le monde se forme bien. Ça, c'est fondamental. Et puis, les partis politiques sont concernés par le contenu d'un certain nombre de logiciels GPT. Personnellement, j'ai eu à faire une demande de renseignement concernant un homme politique martiniquais qui s'appelle Henri Lemery. Henri Lemery est quelqu'un de la Troisième République et de l'époque du maréchal Pétain. Et c'est quelqu'un qui a été ministre à 3 reprises. Eh bien, à ChatGPT, on ne vous parle que de son ministère à un moment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ministre du maréchal Pétain. On oublie de dire qu'il a été avant ça ministre de Clémenceau et ministre de Lebrun. Donc il y a vraiment une volonté de cacher un certain nombre de réalités avec une orientation idéologique très claire, la volonté de culpabiliser la mémoire de cet ancien ministre. Donc les partis politiques devraient, me semble-t-il, avoir des cellules de veille pour rectifier un certain nombre de choses qui sont très orientés idéologiquement. Parce que, comme le disait récemment un général d'aviation de passage en Martinique, le général Vigilant, Jean-Marc Vigilant, qui est un spécialiste de géopolitique, ancien pilote de chasse, disait que le champ de bataille, aujourd'hui, le principal champ de bataille, ce sont nos cerveaux. Merci Maurice. On va peut-être terminer cette séquence parce qu'il y a la suite. Alors, peut-être juste un petit truc par rapport à ce qu'a dit Maurice. On en revient, mine de rien, à l'esprit critique qui anime l'être humain. On ne va pas rejeter l'IA parce qu'elle évolue. On verra en fonction de toutes les évolutions humaines et numériques. Mais il faut garder notre esprit critique vis-à-vis de toute cette évolution. Merci à tous et bonne journée.